Bonjour, merci d'être venu avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci pour l'invitation. Je m'appelle Gaspard Diok, auteur de bande dessinée et j'enseigne entre autres la BD, l'histoire de l'art et aussi modèle vivant, tout ce qui touche quand même au régime du visuel. Voilà, j'ai un background de sciences de spectacle. Donc ça me permet aussi de côtoyer certains langages artistiques. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que je peux me présenter. Bon, j'enseigne à côté, je pratique, j'essaie d'influencer mes deux champs, aussi bien la recherche que le dessin, et voir comment est-ce que les deux mondes peuvent se croiser. Et pourquoi la bande dessinée? Alors, vous vous intéressez à plusieurs types d'art ou bien la division entre les arts différents n'est pas vraiment division, mais pourquoi avez-vous commencé aussi à faire la bande dessinée? Pourquoi la bande dessinée? Alors, comme toute personne, ceux qui font souvent la bande dessinée, on a commencé très tôt, on a aimé la bande dessinée, on a lu beaucoup de bandes dessinées, ça commence avec, ça peut être les Mickey, après on grandit, un peu ado, on lit les Marvel, après on se déplace, on commence à lire les mangas, on commence, bon voilà, c'est un peu une enfance où en fonction de l'âge que j'avais, je me déplaçais en fonction des champs qui constituent la bande dessinée. Et après, comment je suis arrivé à la bande dessinée, aussi de manière aussi opportuniste, quand je commençais avec les séances de spectacle. Au départ, on voulait tous faire, quand on était une classe de personnes, on voulait faire du cinéma. Et petit à petit, puis on avançait les études, on s'est rendu compte quand même qu'avec le cinéma, il y a une dimension économique qui font que, voilà, on pense son histoire, mais il faut souvent avoir les moyens de l'histoire qu'il faut penser. Et or, avec la bande dessinée, il suffit d'avoir un crayon et une histoire, et voilà, un monde s'est créé devant soi, quoi. On devient une sorte de démiurge, on crée son monde, on fait des belles choses, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Il y a eu un peu une volonté aussi, les accidents de l'histoire qui font que petit à petit, les planètes s'alignent et voilà, on arrive à faire. Il n'y a jamais une vraie raison. Il n'y a pas seulement une raison, il y a plusieurs raisons à ça. Voilà. Dans mon cas, c'était comme ça que ça s'est passé. Les choses sont passées. Et vous avez parlé de la recherche. Quel type de recherche? Alors, pour moi, la recherche, ça a commencé tôt dans l'université. La recherche a commencé très tôt. Et déjà, quand j'étais en première année université, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et faire les performing arts, sans spectacle, pour moi, c'était la meilleure chose parce que je touchais vraiment à tout. Et on n'était pas des spécialistes, mais on avait envie de comprendre le monde à travers ces différents arts et on était exaltés, voilà, lors des premières années. Et plus j'avançais les études, il fallait faire des choix. À l'époque, il fallait faire un choix d'un art où étudier. Et on se disait, quel dommage quand même, on nous a ouvert un monde et petit à petit, on nous dit qu'on doit se séparer de tout ce qu'on a appris pour pouvoir s'enfermer. Et j'ai vécu ça très tôt comme une sorte d'enfermement. Et j'ai commencé à m'interroger sur les questions de la pluridisciplinarité, interdisciplinarité. C'est comme ça que les choses sont posées à moi. Donc on a fait cinéma, danse, histoire de l'art, on a fait l'opéra. Et petit à petit, je voulais vraiment, avec la recherche, trouver un monde qui me permet de parler de tout ça. Et j'ai fait un master, déjà en troisième année en Italie, j'ai fait comment traduire l'opéra en bande dessinée. Après, j'ai fait la traduction de la Traviata en bande dessinée, j'ai travaillé sur le prélude. Après ça, je me suis inscrit en musicologie, parce que c'est ça qu'il fallait que je voulais explorer. Donc j'ai fait une exploration aussi en musicologie, comment est-ce que traduire les signes musicaux en des signes graphiques. Donc là, je suis très content parce que ça me permettait de faire référence à tout ce que j'avais fait les premières années en centre de spectacle, parce que je ne voulais pas faire une étude qui me fasse, disons, oublier tout ce background que j'avais. Et donc, j'ai trouvé un master en pluridisciplinaire où je parlais de correspondance entre le visuel et le sonore. Et avec le temps, c'est devenu vraiment pour moi une sorte de modalité, d'approche même épistémologique
pouvoir comprendre le monde à travers les comment dire ça, les correspondances, quoi. À chaque fois, quand je fais un travail, j'interroge un sens avec un autre, quoi. J'interroge la vue avec, par exemple, le goût, le son, avec le visuel, et ça, c'est pas juste une sorte de spéculation esthétique, mais ça ouvre vraiment les champs de possibles pour pouvoir comprendre une réalité. Donc, c'est vraiment ce temps de spéculation. Oui, c'est un côté peut-être intellectuel comme ça, mais ce sont souvent des approches très intéressantes. C'est comme à chaque fois on lance un dé, on trouve des informations, on trouve ces informations, on les traite et on les analyse. On se rend compte que vraiment c'est travailler de cette manière un peu holistique, quoi. C'est-à-dire on vient avec comprendre les choses de manière dans un sens général, quoi. Ne pas seulement rentrer dans les choses de manière particulière, prendre les choses globalement, de manière systémique, essayer de comprendre ce qui se passe dans la chose, autour de la chose. Et l'approche pluridisciplinaire, comme on dit, ou interdisciplinaire, ça me permettait aussi de voir des choses de cette manière. C'est tout de cette manière que je travaille aujourd'hui. Oui, ça se voit dans vos œuvres, en fait. Il y a un mélange de poèmes parfois, il y a des scènes plus classiques de la bande dessinée où il y a des boules, il y a des personnes qui parlent, ou parfois il y a des réflexions, on voit des images avec des réflexions d'à côté, quoi. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre style visuel? Parce que vous utilisez souvent l'aquarelle ou bien de l'encre noire. Est-ce que vous pouvez parler de votre style? Alors, le style visuel pour moi, partant de ces présupposés que j'ai à peine annoncé, que j'ai à peine dit, c'était... Alors, pour moi, il est toujours question de me dire, un projet arrive avec une information bien précise, un monde bien précis, avec un imaginaire, des signes bien précis. C'est ce qui fait que pour moi, il m'est presque impossible de reproposer le même dessin à chaque projet. Parce que quand je vois un projet, je vois des images différentes, des couleurs différentes. Et pour moi, je ne veux pas soustraire ça à bon, on reconnaît mon style, mais je ne veux pas soustraire ce côté au graphisme. Mon graphisme subit presque l'histoire. Donc, par exemple, la première bande dessinée que j'ai faite en France, Un voyage sans retour, c'était vraiment, je m'étais dit, beaucoup déplacé du projet que j'avais fait avant en Italie, c'est l'histoire de Aldo Manuzio, de voir comment est-ce que l'histoire, c'est où j'ai Un voyage sans retour, je voulais parler des voyages des jeunes migrants. Et l'idée pour moi, c'est je voulais pas mettre en avant un peu le côté misérabiliste et tout. Je me suis dit, quelle est la meilleure manière de le faire? Je me suis dit, bon, j'ai pensé au carnet de voyage, lorsqu'on prend des notes, les couleurs et tout. Et même si l'histoire est dramatique, cette intention que j'avais m'a permis de jouer un peu le côté carnet de voyage et donner un côté un peu frais, joyeux, les scènes de marché, les couleurs, même si le récit derrière pouvait être un peu dur. Donc c'était ma manière aussi de transcender cette histoire. Et j'aimais beaucoup dans Un voyage sans retour, j'ai commencé à jouer même avec des images abstraites. Parce que par moments, je me dis, l'abstraction aussi peut être quelque chose peut être un vecteur d'un sens encore plus complexe que d'une image qui est arrêtée, close. Et je me dis, bon, avec l'abstraction, il y a des scènes où j'ai envie de dessiner quelque chose de paradoxal et tout. Et je me dis, il n'y a pas une image, par exemple, figurative qui peut représenter ça de manière assez claire. Et je me jette dans des spéculations d'images, de couleurs, de formes qui ne sont pas toujours très, très facilement discernables et qui peut décrire aussi une forme d'instabilité, par exemple, d'un personnage et tout. Donc, je joue beaucoup vraiment avec ces paramètres. Nous sommes des vrais... les auteurs de bande dessinée sont des vrais traducteurs de la réalité, c'est-à-dire on a une réalité, on se dit, bon, nous on voit le monde à travers ces formes simples, quoi. Moi je me dis, je manipule au quotidien des lignes, des cercles et des couleurs. Je parle avec ça. Donc comme un danseur peut parler avec la danse, son corps, ou un musicien à travers le chant, ou le pianiste avec les notes de la musique, moi je parle avec les lignes et les couleurs. C'est ça pour moi qui est la base de ma grammaire. À chaque fois que j'ai un projet et tout, je me dis, comment est-ce qu'un cercle ou une couleur peut dire de la complexité d'un monde ou des enfants qui pleurent, comment est-ce que je rendre avec une couleur simple la tristesse. Donc ce qui fait que je pousse vraiment ce procédé dans le dernier projet, je l'ai vraiment poussé très loin, en sorte que
l'histoire peut raconter un fait et les lignes viennent contredire même ce que le personnage dit. Donc je joue vraiment avec ces deux niveaux de langage, c'est-à-dire il y a la ligne, créer une sorte d'indépendance de la ligne qui dit des choses encore autres que ce qu'on est en train de lire. Et ça, ce sont des choses que la musique, l'opéra m'a enseigné. Donc, c'est-à-dire, il y a la forme, il y a le texte, le fond. À un moment donné, les deux peuvent aller aussi en contradiction. Ce n'est pas dit que les deux doivent aller dans le même sens pour donner la même histoire. Par moment, une couleur peut venir trahir même la pensée d'un personnage, ou un signe, une forme peut venir trahir la pensée d'un personnage. Je joue vraiment avec ça. Par moment, je me dis, pourquoi renfermer toujours les textes dans des bulles? C'est vrai que l'opportunité, les bulles, c'est une vraie possibilité pour nous dans la bande dessinée. On peut jouer avec les déformés. Par moment, je me dis, j'en mets pas. Je vais mettre une poésie. Je ne suis pas poète, mais pour sentir le monde autour de soi, il ne faut pas être un spécialiste, quoi. Donc, je sens, je mets les mots tel que les mots m'arrivent. Et c'est aussi, on ne sait pas, ça permet d'ouvrir les champs. On arrive dans un langage comme la bande dessinée, très compliqué, très codifié. C'est une des langages les plus complexes, vraiment. Pour moi, c'est même plus complexe que même le cinéma et tout, parce que il faut maîtriser vraiment plusieurs choses. Et on prétend, au cinéma, il y a plusieurs personnes qui travaillent, mais dans la bande dessinée, on prétend qu'une personne puisse avoir la gestion de cadrage, de couleurs, de texte, de rythme, même de storytelling. Et tout ça en une personne, quoi. Et ce qui fait que les études de bande dessinée sont souvent des études très longues. Et si on n'a pas la capacité ou bien l'intuition de sentir les choses dès les premières fois, ça peut être très long, l'étude de bande dessinée, parce que storytelling, le temps pour comprendre l'histoire, ce que c'est, le temps pour maîtriser même la ligne. Après tu as maîtrisé la ligne, il faut construire une histoire. Être un auteur, c'est un long processus, quoi. Moi, ça fait peut-être, je vais dire, 16 ans maintenant que j'ai commencé à dessiner mes premiers bandes dessinées pour un public. Je vais dire, c'est un long processus, on n'est jamais... c'est une vie, quoi. On se découvre, on n'est plus la même personne. Lorsque je regarde mes premières planches, je vois les choses que j'ai gagnées. Je vois beaucoup des choses que j'ai perdues. Parce qu'on voit tout ce qu'on gagne, mais j'ai perdu beaucoup, je vais dire, en spontanéité. Quand j'ai commencé, j'étais très spontané. Et parfois, je garde beaucoup. Il y a des planches que je garde avec moi. J'accroche quand quand je commande un nouveau projet, dit Gaspard, tu dois garder cette fraîcheur que tu avais dès le départ. Et c'est comme ça que je travaille avec le projet, les signes. Pour moi, tout est matière à créer des histoires, à créer ce qu'on appelle la diégèse, c'est-à-dire des objets, des récits qui peuvent raconter des histoires. En fait. C'est plutôt un processus, et aussi pour le lecteur. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Vraiment, c'est à la fin, ce qui fait que... Alors, c'est pas... Moi, j'ai pas une approche je dis souvent, lorsque je parle avec mes étudiants, faut pas avoir un rapport de fonctionnaire avec la bande dessinée. C'est vrai que c'est un travail, c'est aussi une activité rémunératrice, c'est un vrai travail, c'est un vrai boulot, il y a un temps artisanal, il y a un temps de création. Mais pour moi, c'est quand même dommage de le considérer qu'un outil qui nous permet de gagner notre vie. C'est une vraie approche dans le monde, une approche même d'être, quoi. C'est-à-dire ce qui nous façonne au quotidien. Bon, comme tous les travaux, ça nous façonne, il y a moyen de réfléchir. Mais on ne doit pas être des fonctionnaires. Les histoires me traversent, et même le temps de création sont des temps où je suis en résidence même. Je m'amuse souvent à dire, je suis en résidence chez moi, ou bien je suis en résidence dans mon atelier. Parce que chaque fois que je me mets dans un projet, c'est beaucoup de temps d'attente. J'attends beaucoup, je dessine jamais tout de suite. Je peux faire des croquis tout de suite. Mais les planches originales sont des planches que j'ai une manière de dessiner, ça doit être tout d'un jet. Donc, beaucoup de temps de préparation mentale et tout. Une fois que je suis prêt, je me mets sur ma planche de travail. Ça doit sortir rapidement. C'est pas seulement une affaire de technique, c'est une affaire de ressenti. Donc, c'est vrai, on apprend beaucoup avec le temps, la technique, mais le ressenti tient une grande place dans mon travail, dans mon approche créative. Alors, c'est des projets que vous faites
seul ou quel est le processus quand vous travaillez avec les autres pour préparer un texte ou bien pour, comme au-delà de l'exil, le dialogue, mais aussi quel est le processus quand vous travaillez avec les autres? Alors, la bande dessinée, il faut savoir, c'est un travail très solitaire. Donc, je finis une thèse maintenant, je ressens la même chose, c'est la solitude. Il y a un texte, tu dois le transformer, tu dois l'intégrer. Et c'est ça aussi la particularité du dessin, c'est difficile de dessiner quelque chose qu'on ne comprend pas. Parfois même, quand on est devant un texte, tu dois le lire, le comprendre. Et c'est quand même compliqué de se mettre à l'idée de se dire on va dessiner, raconter avec des signes une réalité, une situation qu'on n'a pas compris. C'est pour ça que certains auteurs vont faire des voyages pour aller sur le terrain, vont faire le terrain. Le terrain en place, c'est pas juste un gadget dans le processus, c'est ça qui te donne aussi, toi, le dessinateur, la légitimité aussi de te dire je peux dessiner ça parce que j'ai vu, j'ai compris. On ne dessine pas ce qu'on ne comprend pas. Au moins, même ceux qui travaillent avec un scénariste, le scénariste, il explique. On peut filmer les choses qu'on ne comprend pas, on ne sait pas. Mais dessiner, c'est compliqué. Comment est-ce que transmettre une émotion à travers une forme qu'on n'a pas compris. Et ça, pendant plusieurs années, j'ai travaillé seul. À un moment donné, j'ai ressenti la nécessité, c'est devenu comme une nécessité de me dire, je veux quelqu'un avec qui je veux faire ce parcours de créativité, c'est-à-dire réfléchir sur la forme ensemble. C'est comme ça que j'ai commencé avec le projet dans Sophia Comics, au-delà de l'existe, de me dire, je veux choisir les personnes avec qui je vais travailler. Choisir des personnes, ça veut dire des personnes avec qui on a, pas forcément une même vision du monde, mais des personnes avec qui on a envie de travailler. Je vais travailler avec cette personne. Et le projet au-delà de l'existe aussi, c'est de me dire, toutes ces deux personnes qui vont interagir ensemble à chaque moment de la création. Je ne reçois pas juste un texte d'un scénariste ou c'est pas d'un chercheur qui va me dire bon, traduis-moi mon travail en bande dessinée. Alors ça, c'est un processus que je veux pas, contre lequel j'essaie d'éviter, contre lequel j'essaie de me battre un peu, de me dire un chercheur, par exemple, dans le cas de Au-delà de l'exil, je prétendais que l'anthropologue puisse intervenir dans le dessin. Parce que je me dis, il me dit, ah non, il était timide, non. Je dis, non, tu dois intervenir. Et il y a ce côté aussi où je prétendais aussi, on s'autorisait à chacun à franchir nos zones de confort. Parce que je me dis, il y a de cette manière que la création intervient, se produit. Parce que si on est dans notre zone de confort, on propose juste, voilà, ce qui nous rassure, ce qu'on sait faire. Or, si on prend des risques, voilà, j'allais sur le terrain, j'ai dit c'est quoi ma positionnalité, je vois les choses. Le scénariste, le scénographe, l'anthropologue, mais sur le terrain me dit bon, j'ai vu ça. J'ai dit l'anthropologue essaie de synthétiser ça. Et la forme qu'on a trouvée en fait, c'est un certain moment de réduire tout en signe. Le signe, voilà, où il y a un signifiant, voilà, signifié aussi. À un moment donné, tu vois l'objet, tu donnes un nom. Après, tu trouves, avec les moyens qui sont les tiens, tu trouves une forme. Et en musique, par exemple, lorsqu'on était sur le terrain, bon, j'avais l'anthropologue, bon, et moi, je viens avec le côté un peu musicologue, et on se disait, tu fais l'anthropologie, moi, je fais la musique, on va se mélanger, on va faire de l'ethnomusicologie, donc à chaque moment, on va s'échanger, on va échanger notre façon de voir. Et comment est-ce qu'on arrivait à dialoguer? On avait mis sur pied des sortes de ce qu'on appelle, on appelle ça les unités sémiotiques temporelles. Donc, c'est-à-dire, dans le temps, surtout quand il s'agissait de traduire de la musique, j'ai dit, même si tu n'as pas des compétences en musique, tu sais ressentir les choses. Donc, si tu sens un son qui est fort, fais-moi un cercle qui représente la forme. Juste comme ça. C'est ce qui nous a permis pour nous de ne pas être sur le terrain juste avec des outils de captation. C'est-à-dire d'avoir une approche vraiment participative avec notre terrain. Donc on n'est pas être à l'écart parce qu'on avait remarqué lorsqu'on avait nos appareils photo, on a tendance d'être derrière. C'est compliqué de participer à un terrain lorsqu'on est derrière un appareil. Donc, parce qu'on prenait des notes, on prend des scènes, on regarde,
C'est vraiment le dessin comme prise de notes. Après, on rentre, on traduit ça, on discute ensemble. Et c'est ça vraiment. Et à la fin, il y a un produit, il y a une sorte de création. Parce que c'est pour ça que c'est de là que pour moi naît la création, de ce rapport d'échange où chacun sort de sa zone de confort, interroge son art ou interroge l'art de l'autre à travers sa propre vision. Et c'est de cette manière qu'on a, avec l'anthropologue, Au-delà de l'exil, on est arrivé à un travail qui après vraiment, c'est un des premiers travaux qui m'a vraiment satisfait d'un point de vue de la créativité, même pour les dialogues. À un moment donné, on dit la personne parle dans la littérature africaine d'expression française. La poésie a toujours été utilisée par les auteurs comme un moyen aussi de légitimer leur africanité. Il y avait beaucoup de néologismes et tout. Et donc c'était une façon aussi de se démarquer, de créer aussi. Et tout ça, pour moi, je me suis dit, il faut que je m'inspire de ça, quoi. Donc, dans la bande dessinée, il y a... les personnages ont souvent des tons comme ça épiques, voilà, qui pour moi, je me dis, déjà à travers le langage, je vais essayer d'introduire, disons, une force, une dignité aussi dans le langage du personnage. Parce qu'on a souvent affaire, ce qui se passe dans la bande dessinée, c'est que, bon, avec le registre, on colle trop le registre à la situation sociale de la personne, elle parle forcément mal, non? C'est pas souvent ça. Souvent, les migrants arrivent avec une histoire, et même s'ils ne s'expriment pas très bien dans la langue du pays où ils sont accueillis, dans le pays d'accueil, mais ils ont une manière aussi de voir le monde qui est une manière tout aussi poétique et tout. Elle me dit, je ne vais pas faire parler un mauvais français à mon personnage, je vais exprimer cette vision du monde avec un ton poétique, même si dans la réalité, c'est une sorte de français qui n'est pas très compréhensif. Mais je préfère utiliser la poésie parce que pour moi, ça dit plus de la réalité du personnage qu'un mauvais français supposé qu'il aurait, quoi. Donc j'utilise vraiment beaucoup de ce sort de stratagèmes. Et il y a quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle... dans mon travail, ce sont des dernières trouvailles que j'ai eues. C'est vraiment de me dire, c'est là, surtout dans les sujets de recherche où on traite des thèmes coloniaux, des situations sociales très complexes. Et comment est-ce que moi, dessinateur ou anthropologue ou chercheur, je dois voir mon terrain. Je me suis dit, je dois mettre mon sujet d'étude ou mon objet d'étude sur un piédestal. Donc, et je mets mon sujet d'étude sur un piédestal. Par exemple, si je dois étudier la situation des migrants, au lieu d'arriver chargé de mes préjugés, même de mes connaissances de lecture pour pouvoir appréhender mon terrain, je l'ai dit, et ce que je fais souvent, je me dis, je mets mon sujet, si mon sujet c'est le migrant, je le mets sur un piédestal. Mettre mon personnage sur un piédestal, ça ne veut pas dire, comment on dit ça, le sublimer, ça veut pas dire, ça veut dire l'extraire de sa zone pour le regarder comme un objet esthétique. Et quand je regarde comme un objet esthétique, je me concentre seulement sur les signes, c'est ce qui me renvoie sans mes propres préjugés en fait. Et le piédestal pour moi, c'est vraiment, je me dis, c'est quelque chose que je l'ai dans ma tête, je me dis, je me déplace avec mon piédestal. À chaque fois que je vais étudier une personne, je le mets sur ce piédestal. Et ça fait en sorte que ça règle aussi pour moi la question de positionnalité pour les chercheurs qui arrivent, quelle est ma place, non? Tu ne vas pas regarder avec un côté supérieur, je ne vais pas forcément le mettre. Piédestal, ça ne veut pas dire qu'il doit être supérieur, le point de vue doit être supérieur, ça veut dire, je l'extrais de cette zone-là, et dans cette zone-là, je vais pouvoir donc me dire, il a un vêtement jaune, il a un habit qui est fait d'une certaine manière. Le piédestal, c'est vraiment comme une sorte de laboratoire in vitro, voilà, où j'isole le personnage. Ensuite, je reviens aussi, je fais cet aller-retour, je prends aussi des informations, comment on dit ça, in vivo, sur place, sur le terrain, comme on dit, in situ aussi. Tout ceci me permet de, comment dire ça,
de neutraliser un peu ce côté où on arrive, on est influencé par tout ce qui est misérabilisme, par le vécu du migrant, et on se retrouve à raconter ses propres projections qu'on a sur la réalité au lieu de raconter ce que la personne vit, sans toutefois, comment dire ça, tomber dans le piège du misérabilisme en fait. Et vraiment, et pour moi c'était très difficile à chaque fois que je fais le terrain parce que les situations sont difficiles. Et vraiment, ce côté du piédestal, quand je veux travailler, je travaille beaucoup sur les questions du ready-made. Et c'est vraiment ça où j'ai pioché cette idée-là de me dire, tu prends un objet, tu l'isoles de sa... pour moi, l'isoler, le personnage, le mettre sur un piédestal, c'est vraiment enlever, le dépouiller des préjugés qu'on aurait sur un migrant. C'est comme si tu prenais un sac, tu le mets sur un piédestal. Le sac, ce n'est plus, tu ne le regardes plus avec sa valeur marchande. Tu commences à regarder les couleurs, comment on regarderait, par exemple, le migrant, qu'est-ce qu'il représente en tant qu'humain, quoi. Et ça, c'est, pour moi, c'est ce stratagème du piédestal que j'utilise beaucoup avec, dans ma relation avec le chercheur et l'anthropologue, quoi. Alors, une question aussi, c'est pourquoi la bande dessinée? Alors, vous avez déjà dit que vous vous posez la question comment adapter le parent bande dessinée, comment faire interagir les moyens d'expression différents. Mais pourquoi la bande dessinée? Pourquoi partager la bande dessinée? Pourquoi créer des bandes dessinées? Pourquoi ce médium en particulier? Ce médium en particulier, voilà, comme je disais, il y a l'effet... il y a une façon un peu structurelle, d'autres sont un peu conjoncturelle, mon histoire personnelle. Mais aujourd'hui, je travaille dans une équipe avec Sophia Comics. L'idée pour moi, c'est de me dire, avec ce médium-là, il y a déjà une forme de spontanéité. Et déjà, avec ce qu'on peut considérer comme la première bande dessinée européenne avec Rudolf Töpffer, déjà, ce qui était étonnant à ce moment-là, lorsque les chercheurs, les philosophes regardaient ces travaux à l'époque, c'est de dire, ce qui saute à l'œil, c'était la spontanéité. Et le travail de recherche, c'est un travail qui est très jargonnant. Et souvent, il faut des outils, il faut comprendre les outils pour pouvoir comprendre même les textes d'un chercheur. Et le travail de la bande dessinée, un auteur de bande dessinée, c'est un vrai traducteur. C'est quelqu'un qui, comme je disais, on ne peut pas dessiner ce qu'on ne comprend pas. Donc le travail, lorsque je fais, donc je mets un chercheur et un dessinateur ensemble, c'est de me dire, je veux voir ce que le truchement entre ces deux visions de monde va créer en termes de recherche en fait. Chacun n'arrive pas avec de manière cloisonnée, on arrive avec l'idée de sortir de sa zone de confort, comme je disais. Et la bande dessinée permet un peu de se dire, il y a plein de travaux de recherche, c'était ça aussi le constat que j'ai fait, plein de travaux de recherche qui finissent comme des numéros dans des bibliothèques, bon voilà, des index comme ça dans des bibliothèques, et qui échappent vraiment à la vision du grand public. Avec l'idée de la bande dessinée, bon voilà, il y a l'idée de la diffusion, divulgation, qui passe par ce travail de traduction. C'est vraiment, la bande dessinée, ça a toujours été ça, ça a toujours été la spontanéité. C'est pour ça que c'est un peu un genre, un peu comme tous les genres bâtards. Au départ, on ne sait pas de la littérature, c'est pas de la peinture. Et tout ce qui est bâtard un peu est très combattu sur la bande dessinée. Aujourd'hui, c'est vraiment utilisé comme un outil de pédagogie pour l'apprentissage des langues, le français, pour autre chose, même dans des hôpitaux, des signalétiques et tout. C'est utilisé, mais au départ, voilà, c'était un langage bâtard. Mm-hmm. Et comme l'a été par exemple même l'opéra, s'il était ni du chant, ni de la musique symphonique, et ce qu'on chante, il y a du théâtre en même temps. Tout ce qui est langage bâtard, ça passe toujours par ce processus où ils ont besoin de légitimation. Et la bande dessinée a passé aussi par ce passage de légitimation. Aujourd'hui, c'est un langage, bon, même s'il y a beaucoup encore qui ne comprennent pas, mais
Voilà, c'est un langage qui a sa grande légitimité. Bon, ça dépend des pays, parce qu'il y a des musées, donc, la bande dessinée, il y a des recherches, on enseigne la bande dessinée à l'université et tout. Et une fois ce passage de légitimation a été acquise, se dit maintenant, comment est-ce qu'avec ce langage, on va aller, pas changer, permettre de comprendre, ça arrive avec une histoire, une spécificité, et ça, je pense que sa spécificité peut aider à comprendre certains langages, certaines sections de la recherche, de la connaissance, qui sont très hermétiques. Donc c'est ça, le but de la bande dessinée, c'est pas de rendre le monde complexe. Ça arrive avec cette idée, on va expliquer, rendre simple, simplifier. Donc c'est déjà dès la base, c'est ça. Donc lorsqu'on se met dans la recherche, on essaie de travailler, de faire la bande dessinée, c'est de se dire, bon, comment est-ce qu'on va essayer de un peu de décomplexer aussi la recherche, c'est décomplexer un langage, certaines thématiques pour le grand public qui peut trouver que c'est très difficile. Donc il y a plein de textes, bon, ça ne vient pas avec une prétention scientifique. C'est vrai qu'il y a d'autres bandes dessinées qui arrivent avec une prétention scientifique et tout, mais il y a d'autres bandes dessinées qui sont de très bonnes portes d'entrée pour des sujets complexes. Donc c'est ça aussi l'ambition que j'ai en tant qu'auteur, lors de mes prochaines années, d'aller beaucoup dans ce champ-là. C'est-à-dire, plus c'est compliqué pour moi, plus j'essaie d'interroger avec le langage de la bande dessinée, quoi. Oui, en parlant de l'avenir, quoi, avez-vous déjà des projets Alors, les projets d'avenir. Ouais. Les projets d'avenir, alors, c'est un projet d'interdisciplinarité. De me dire, la bande dessinée offre des possibilités. La bande dessinée me permet de comprendre le théâtre d'une certaine manière, ça me permet de comprendre la musique d'une certaine manière. Et donc, il y a des projets de spectacle à partir de l'exil. Il y a des projets j'ai des nouveaux projets aussi de terrain. J'ai été par exemple en Turquie pour raconter le journalisme en Turquie. Et ça, c'est un projet, j'étais à Ankara et à Istanbul. Voilà, le terrain, là aussi, j'ai tout mon travail aussi en recherche anthropologique, en ethnographie, ethnomusicologie, ont été très utiles pour vraiment faire ce terrain. Je me dis, j'arrive. C'était pas juste de dessiner une histoire, de comprendre comment est fait un Turc, comment est-ce que je traduis le son de la Turquie, d'Istanbul, qui est une ville qui fourmille en bande dessinée. Ça, c'est, voilà. Comment est-ce que je réfléchis à travers les lignes et les couleurs pour traduire ce chaos d'Istanbul. Donc, j'ai un projet comme celui-là. Donc, mes prochains projets, c'est le terrain. Il y a Istanbul, après, j'ai eu un projet aussi avec les éléphants, aussi, visiter... J'étais aussi au Soudan. Il y a aussi un projet sur la construction des pipelines. On a fait un terrain avec des journalistes, avec des écrivains aussi. L'idée, c'est de se mettre avec un photographe. On a travaillé le même sujet, chacun avec sa vision. L'idée maintenant, c'était on se rencontrait le soir, c'est dire comment est-ce qu'on trouve une synthèse qui va nous permettre de donner de manière authentique tout ce qu'on vit, quoi. Et le dernier projet pour moi, qui est un projet hyper difficile, c'est les récits pour enfants. Donc avec Sophia Comis, on travaille pour l'UNESCO, raconter l'esclavage aux enfants. Ça, c'est les préjugés raciaux aux enfants. Et là encore, le challenge est double, quoi, parce que un conte, c'est dessiné pour les adultes, un conte, c'est dessiné aussi pour les enfants. Et les enfants ont cette facilité, cette sensibilité de reconnaître de bons dessins et tout. Ils arrivent vraiment, lorsqu'on dessine pour enfants, les challenges sont doubles, vraiment. Il faut que ce soit simple, la synthèse, en même temps, il faut que ce soit coloré. Et il y a des règles non dites, mais ça fonctionne très bien lorsqu'on ramène un enfant dans une librairie, une bibliothèque. On ne sait pas pourquoi, il y a certaines images, ils veulent cela, donc je me suis aussi amusé à ramener des enfants d'une amie. Voilà, on se promenait dans une librairie et j'étais surpris de voir
qu'il s'arrêtait sur des ouvrages sur lesquels je n'aurais pas pensé qu'il se serait arrêté en fait. Et pour moi, c'est un challenge. Donc, raconter les préjugés raciaux. Et je travaillais avec. On a fait. Le terrain, c'était les écoles. On a travaillé dans des écoles dans la Seine-Saint-Denis, en Italie, à Milan. Et de voir comment ils réagissent à travers la couleur. Et les enfants, pour moi, je pense aussi pour les auteurs en général, quoi. Pour pouvoir. C'est le degré le plus haut d'expression en créativité, en expressivité. Très peu d'économie des moyens pour une maximisation en termes d'expressivité. Et à chaque atelier, je regarde les dessins pour enfants, je me dis, ah, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Je vais être... voilà. Les enfants, c'est ça. Lorsque on regarde un individu, on regarde la tête. Donc les têtes sont toujours énormes chez les enfants. Soit les mains et tout. Les mains, ils les placent n'importe où. Soit ils les placent sur les têtes. Parce que ce qui est important, c'est le visage. Et on voit comment est-ce qu'ils simplifient le corps, les mains et tout. Ça, c'est... Pour moi, à chaque fois que je passe un atelier à des enfants, c'est une forme d'érudition. Et c'est aussi, pour moi, pour dire en un mot, aussi la bande dessinée aussi, bon, c'est une forme d'érudition, pas seulement avec sa capacité de raconter des histoires, mais sa capacité aussi d'étudier les lignes, la couleur, la manière de les mettre ensemble. C'est une forme d'érudition des savoirs au même titre que la sociologie, que l'anthropologie, que les sciences dures. Donc, et ça, c'est vraiment, en ce sens, un champ très fertile, la bande dessinée, très très fertile. En fonction des auteurs, on a des sensibilités différentes, des approches différentes, des visions du monde différentes. Voilà. Alors, merci beaucoup pour tout ça, en fait. Merci à toi, merci pour l'invitation et à très vite. Oui.